8h30 sur Europe 1. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Europe 1, c'est la radio ouverte. Vous le savez désormais, le hashtag radio ouverte est le 3921 pour toutes vos questions sur le coronavirus, bien sûr. Les questions médicales, notamment avec le docteur Jimmy Mohamed, à qui on a demandé de revenir en ligne avec nous jusqu'à 8h45 pour vous répondre. Jimmy, vous êtes là ? Oui, rebonjour Mathieu. Rebonjour et merci beaucoup d'apporter ces réponses précises à nos questions. Tiens, en plus c'est toute la journée, je le précise, toutes les heures. Je vous ai entendu hier soir, je me permets, là c'est presque une question personnelle. Je vous ai entendu hier soir, vous disiez la désinfection des rues, comme on peut le voir, comme on en a parlé pour certaines villes du Sud, c'est avant tout de la communication ? Oui, c'est une mesure un peu anxiolytique, c'est pour montrer aux gens qu'on fait quelque chose. Sur le plan scientifique, on n'est pas sûr de l'efficacité. Olivier Véran a dit qu'il avait saisi le Haut Conseil scientifique hier pour évaluer l'efficacité de cette mesure. Si jamais on pouvait améliorer certaines choses, pourquoi pas. Mais c'est un peu comme la prise de température dans les aéroports, c'est des mesures un peu spectaculaires, mais dont l'efficacité n'est pas prouvée. Alors si c'est vrai qu'on dit aux gens, désinfectez chez vous, faites attention aux poignées de porte, aux films plastiques, aux courses, on n'est pas sûr que dans la rue ce soit une mesure nécessaire. Est-ce qu'on a le moyen nécessaire ? Est-ce qu'on a les personnes qui peuvent faire ça sans leur faire courir de risques ? Je ne suis pas sûr, mais bon, en tout cas, Olivier Véran a saisi le conseil scientifique pour évaluer cette technique et puis on verra si ce sera fait, mais je doute de la nécessité de cette mesure. On suivra évidemment de très près. Je voulais vous poser la question, je l'ai entendu hier soir quand vous étiez, parce que vous êtes 24 heures sur 24 sur Europe 1 en ce moment, Jimmy Mohamed. Marie est en ligne avec nous au 3921. Bonjour Marie. Bonjour. J'ai vu votre témoignage sur Twitter, on vous a rappelé. Marie, vous êtes avec le docteur Jimmy Mohamed. Oui, bonjour docteur. Je voulais savoir, moi je suis secrétaire médicale de formation, et est-ce que je pourrais apporter ma pierre à l'édifice en aidant et de quelle façon ? C'est vrai que, bonjour Marie, toute aide est nécessaire en ce moment. Il est vrai que le personnel médical peut manquer, et quand on dit personnel médical, c'est à tous les échelons. On parle souvent des médecins, mais on oublie qu'un hôpital fonctionne avec les secrétaires, les brancardiers, les aides-soignants, les gens qui travaillent dans les cuisines, et on est dans une période où il y a beaucoup d'arrêts maladie, soit parce que des gens sont malades, soit des gens sont en arrêt de façon préventive car ils présentent des pathologies à risque, et dans ces cas-là, on les arrête pour éviter qu'ils ne tombent malades, ou parfois la garde d'enfants est difficile, et je suis persuadé que près de chez vous, dans l'hôpital ou de votre quartier, il y a forcément besoin d'aide, besoin de soutien en plus. Donc peut-être que votre formation de secrétaire médical peut apporter quelque chose à l'hôpital. Donc je pense que vous pouvez bien sûr remplacer, aider, suppléer une secrétaire ou deux qui seraient absentes en ce moment. Voilà Marie, merci de votre appel parce qu'il illustre aussi la solidarité dont font preuve les Français en ce moment, dans ce moment si particulier. Marie qui était avec nous au 3921. Stéphane en direct de Marseille à présent. Bonjour Stéphane. Oui, bonjour. Alors je vois sur ma petite fiche que vous êtes président de l'ordre des pharmaciens PACA et Corse pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Corse. Et je crois comprendre dans votre message que vous réagissez à ce que disait Alain plutôt sur l'antenne d'Europe 1. C'est bien cela Stéphane ? Bien entendu, c'est pour au moins donner des explications. Alors, je précise, je vais juste rappeler, Stéphane, qu'Alain nous a appelé pour les aides à domicile des personnes âgées, expliquant qu'ils n'étaient pas suffisamment équipés, que les pharmaciens ne leur distribuaient pas des masques et que c'était un manque pour Alain. Voilà votre réponse, Stéphane, et puis la réaction de Jimmy Mohamed dans la foulée. Bon, écoutez, déjà, je parle au nom de tous mes collègues de l'ordre et pharmaciens de France, parce qu'on est tous soumis à la même problématique, la pénurie de masques. Évidemment, vous vous rendez bien compte que l'ARS a bien transmis que nous devons délivrer des masques aux aides à domicile, puisque toutes les régions maintenant sont en zone exposée. Mais quand vous recevez, par exemple, la semaine dernière, 80 masques FFP2, quand vous recevez depuis 15 jours, quand vous avez reçu il y a 15 jours 500 masques pour les médecins, les infirmières, les pharmaciens, les aides à domicile, les SIAD, les sociétés, comment voulez-vous satisfaire tout le monde ? Tout le monde en veut. Nous avons... tout le monde en veut. Et moi, ce qui m'effare un petit peu, c'est que je vois que dans la rue, tout le monde a des masques, et que nous, professionnels de santé, on a énormément de mal à en avoir. Ça me sidère un petit peu, mais sachez une chose, c'est que, alors déjà dans la région, nous avons mis un système en place pour essayer d'équilibrer les masques chez tous les professionnels de santé, mais hier, j'ai une grosse... Parce que comme nous tous, on travaille tous, moi j'ai commencé à 7h du matin les coups de fil jusqu'à 24h, 0h hier, des consoeurs m'appellent et des confrères m'appellent en me disant j'ai des aides à domicile qui viennent pour 40 personnes. Hey.
à 9 masques par personne. Donc je donne tout mon stock de masques en instantané. Est-ce que je pense que nous avons peut-être la capacité de gérer les professionnels de santé avec lesquels nous avons l'habitude de travailler. Et je suis désespéré pour les aides à domicile parce qu'effectivement les aides à domicile, elles sont essentielles pour le maintien de ces personnes âgées. Elles ont besoin de repas, elles ont besoin de ménage, elles ont besoin d'accompagnement. Et quelque part, c'est frustrant de ne pas pouvoir aider tout le monde. Mais on est soumis, on va dire, au stock d'État que l'on nous fournit. Bien sûr. Alors je voudrais non mais bien sûr, et c'est bien d'avoir répondu. Je vous remercie. En plus, vous êtes de mémoire. Je crois qu'Alain était dans les Bouches-du-Rhône quand il nous a appelé. C'était à 6h30 tout à l'heure au 3921. Jimmy Mohamed, dans la voix de Stéphane, on comprend que là, d'abord, on est tous devenus un peu fous sur cette histoire de masque et qu'en plus, on en manque. Oui, c'est vrai que c'est une situation dramatique et il ne faudrait pas qu'on reporte notre frustration, notre colère, l'incompréhension sur les pharmaciens qui se retrouvent en première ligne. Les pharmaciens sont les premiers finalement à ne pas être équipés alors qu'ils voient probablement plus de malades que des médecins, plus de malades que même certains urgentistes à l'hôpital et pour autant, ils sont très peu à avoir des masques. Les pharmaciens ne sont pas responsables du manque de masques. Ils ont des consignes, ils ne peuvent même pas en avoir pour leurs propres employés. Parfois, ils ne peuvent pas en distribuer aux professionnels de santé et c'est vrai qu'il y a des oubliés comme les aides à domicile, mais on oublie aussi de parler des policiers, des caissières, des éboueurs. Il y a pas mal un pan de la population qui devrait avoir des masques, mais ils n'en ont pas. Même chose pour le Doliprane, le paracétamol. S'il y a une rupture du Doliprane, du paracétamol, c'est pas la faute des pharmaciens. S'il y a plus de gel hydroalcoolique, c'est pas la faute des pharmaciens. Si la situation est compliquée et tendue, c'est pas la faute des pharmaciens. Ils sont en première ligne, ils sont toujours là. Donc je pense qu'il faut qu'on soit un peu patient, un peu compréhensif et surtout qu'on ne s'attaque pas à eux parce que on a eu aussi avec Mélanie Gomez dans son rendez-vous une pharmacienne, une responsable de l'ordre des pharmaciens qui nous disait que les agressions physiques ou verbales sont en augmentation. Donc essayons d'être un peu citoyens. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Parfois on déverse notre stress au moment qu'on arrive dans la pharmacie, mais c'est vraiment pas les personnes sur qui on doit taper. Bien sûr on doit taper sur personne, mais essayons d'être un peu, on va dire, indulgents et compréhensifs et au contraire d'être avec les pharmaciens qui sont là pour nous aider. Qui sont là pour nous aider, soulignons-le, ils font partie justement de ces Français qui sont engagés, qui sont sur le terrain en ce moment. Alors, Jimmy Mohamed, il y a une question qui nous est arrivée sur le hashtag Radio Ouverte de Monique, et finalement, on l'a retrouvée à plusieurs reprises dans nos échanges, Jimmy. J'ai subi un traitement de radiothérapie, je suis en rémission d'un cancer, je voulais savoir si j'étais encore à risque. Alors désormais c'est vrai que c'est très compliqué parce qu'on a l'impression que tout le monde est à risque. C'est terrible ce que je vous dis, mais étant donné ce qui est décrit dans les services d'urgence des patients plutôt jeunes sans antécédents qui font des formes graves, on a eu l'histoire terrible de la jeune adolescente de 16 ans, Julie, si je me trompe pas, qui est décédée, qui avait pas de problème de santé, et donc il faut se considérer comme tous à risque. Je pense que c'est la meilleure des façons de se protéger et de rester à la maison. Alors étant donné que vous avez eu un cancer, si vous avez eu de la radiothérapie, si votre cancer est traité, que vous êtes en rémission, on peut considérer que vous pouvez peut-être faire partie comme la population générale, mais quand même avec un facteur de fragilité supplémentaire. Donc soyez vigilants puisqu'on se rend compte que la maladie touche tout le monde, quel que soit l'âge, quels que soient vos antécédents. Donc considérez-vous à risque et ça vous permettra d'être plus vigilant. Et d'ailleurs, je reprends aussi une question qui était posée et à laquelle vous avez répondu juste après le journal de 7h. C'était passionnant. Là, on était sur une personne qui devait connaître une opération par rapport à un cancer, pas en rémission. Et vous expliquiez que ce coronavirus a fait quoi ? Réévaluer la balance bénéfice-risque ? Bah oui, la balance bénéfice-risque, déjà dans les blocs opératoires, on considère que désormais on a besoin de récupérer des respirateurs, justement, puisqu'on manque de lits de réanimation. Donc il y a des unités de service, on appelle ça les soins intensifs continus, qui vont être convertis en réanimation. Les blocs opératoires seront des services de réanimation. Et puis, on a la balance bénéfice-risque. On sait que lorsqu'on vous traite avec une chimiothérapie, le bénéfice, c'est de vous débarrasser de ce cancer. Mais souvent, c'est terrible ce que je vous dis, il n'y a pas d'urgence à la minute à traiter le cancer. Même si, pour les personnes, c'est pas audible ce que je vous dis, on peut peut-être patienter dans certains cas de quelques jours, quelques semaines. Le cancer est une maladie qui évolue assez lentement et on considère que le risque qu'on vous fait prendre en faisant une chimiothérapie qui va détruire toutes vos défenses immunitaires, qui va vous rendre plus sensible aux infections, en particulier au coronavirus, qui est particulièrement virulent, risque peut-être tout simplement de vous tuer. Et donc, dans ces conditions, on préfère temporiser de quelques semaines, réévaluer la situation une fois que l'épidémie est passée pour vous éviter ces complications et vous rendre finalement malade à cause du traitement. Donc c'est une situation assez terrible, mais on considère qu'il faut décaler les soins non urgents
Et c'est vrai que c'est pas audible, je sais, mais malheureusement, il faut aussi. Non, c'est décaler compliqué, mais certaines on a eu, Jimmy, tellement de questions sur le cancer, tellement de Français qui sont concernés que je voulais vous faire répéter ça, justement, cette question de la balance bénéfice-risque, parce que c'est un enseignement, c'est quelque chose qu'il faut entendre et que nos auditeurs veulent entendre précisément. Laurent est avec nous au 3921. Laurent est dans le Var. On est dans le sud ce matin. Bonjour Laurent. Oui, bonjour. Soyez le bienvenu sur Europe 1. Merci. Votre question Bonjour, pour Jimmy docteur. Mohamed. Bonjour Laurent. Bonjour docteur, je suis chef d'entreprise d'un SAD dans le Var et j'ai une question, je souhaite savoir la durée et l'efficacité du gel hydroalcoolique sur les mains si nous sommes à l'extérieur ou à la maison ou en contact. Combien de temps va durer le gel et l'efficacité surtout? Ça va dépendre de ce que vous allez faire de vos mains. Si jamais vous manipulez des choses souillées, vous êtes en contact avec quelqu'un qui, par exemple, avait touché une poignée de porte en étant malade, que vous mettez vos mains dessus, à ce moment-là, il faut vous relaver les mains. On considère que l'idéal, quand vous êtes dans une période à risque, une zone à risque, c'est de se laver les mains toutes les heures. Alors ça paraît un peu surréaliste, mais c'est ce qu'on recommande. Au bout d'une heure ou deux, à ce moment-là, le gel hydroalcoolique n'est plus efficace car vous avez été exposé. Et après 4 ou 5 utilisations de gel hydroalcoolique, il faut se relaver les mains avec de l'eau et du savon. Le gel hydroalcoolique ne marche pas sur des mains souillées. Donc si on a les mains sales, ça ne sert strictement à rien. Il faut repasser par la case eau et savon. Et on considère qu'au bout de 4-5 utilisations, il faut se relaver les mains. Très bien. Voilà Laurent, une question précise et une réponse précise de Jimmy Mohamed sur Europe 1. Alors je veux juste citer la question de Jacqueline qui nous a appelé aussi. Je voudrais savoir combien de temps peut rester le virus sur les emballages plastiques. Alors c'est très compliqué parce qu'on a des données systématiquement qui changent. Alors on nous dit un coup c'est 24 heures, un coup on nous dit c'est plusieurs jours. Et on ne sait pas faire la différence entre le fait de détecter le génome du virus pendant plusieurs jours, c'est-à-dire qu'on a des traces, mais est-ce que pour autant le virus est contagieux plusieurs jours, on n'en sait strictement rien. On pense que ça va être aux alentours de 24-48 heures, peut-être parfois un peu plus. Donc dans l'état actuel des connaissances et dans cette période, si jamais vous devez manipuler l'emballage plastique, typiquement c'est lorsque vous faites vos courses, je vous conseille de retirer l'emballage plastique, de le jeter à la poubelle, de vous laver les mains ou de désinfecter toute surface qui vous paraît suspecte. N'ayons pas la main sur le chronomètre en nous disant bon, on m'a dit qu'au bout de 8 heures tout était parti, je peux y aller. Je pense qu'il faut désinfecter et puis jeter les emballages superflus et de se laver les mains dans la foulée. Ça, c'est un enseignement à avoir et un réflexe finalement. On va rentrer des courses quand on va pouvoir sortir, faire peut-être une petite heure de course. On enlève les emballages, on nettoie tout et ensuite on se remet un coup de gel hydroalcoolique ou de lavage de main au savon avant de se retoucher le visage. Voilà, c'est simple. Exactement. Merci Jimmy Mohamed, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de nos auditeurs. Vous le faites toutes les heures sur Europe 1 et ça continue le week-end. Je ne sais pas quand vous dormez en ce moment. Jimmy Mohamed, le médecin d'Europe 1 qui était en direct avec nous avec vos questions. Vous continuez 3921 et le hashtag Radio Ouvert.